Bienvenue sur la chaîne des Red Flagueuses, le podcast qui vous aide à comprendre les situations et les systèmes toxiques et à essayer de les éviter à la lumière du féminisme et des expériences des invités et de votre hôte. Bonne écoute! À travers cet épisode des Red Flagueuses, j'avais envie de vous offrir plus un récit. Le récit de la maternité ou de la non-maternité. Nous sommes 4 femmes derrière le micro, 4 femmes très semblables. Nous sommes des travailleuses, des femmes blanches, plus ou moins la même génération. Et pourtant, vous entendrez que nos parcours sont extrêmement différents. Je me suis souvent posé la question de savoir si mon parcours de maternité était un véritable désir personnel ou si j'avais intégré une mission reproductive imposée par la façon dont notre société fonctionne. C'est probablement un peu des deux. Je vous propose ici un épisode un peu moins politique, un peu moins dans l'analyse. Disons que cet épisode est plutôt un support de réflexion, un moyen peut-être de réfléchir soi-même à comment on se positionne ou on s'est positionné en tant qu'individu par rapport à ce projet de se reproduire. Je vous souhaite en tout cas une écoute agréable. J'espère que vous serez touchés par nos témoignages et surtout, prenez grand soin de vous. À bientôt. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode des Red Flagueuses à 4 voix aujourd'hui. Je suis super contente de recevoir 3 amies qui vont se présenter les unes à la suite des autres. Alors, c'est un peu tendu, mais ça va se détendre. Les filles, tout va bien. Vous voulez que je commence ? Oui. Voilà, je suis l'hôte, mais je vais commencer. Donc, je m'appelle Marie-Lise. Je suis maman d'un petit garçon de 11 ans que j'élève une semaine sur 2 et que j'ai eu grâce à la PMA, donc grâce à l'intervention sacrée de la médecine. Sophie, 43 ans, et je suis celle autour de la table qui a fait le choix de non-maternité. Bon, moi j'y vais. Donc moi c'est Alice, 41 ans. Moi j'ai une petite fille de 8 ans que j'ai eue de manière classique, dans un couple classique. Et pour la question du choix, on en reparlera. Voilà, et vous êtes toujours ensemble. Et on est toujours ensemble, oui. Patricia, on ne m'avait pas prévenu qu'il fallait donner son âge. En même temps, il n'y a pas de problème. 57 ans. Ouais. Et toute la beauté du monde, il faut le dire. Un petit garçon, un grand garçon de 13 ans. Et donc, je suis maman solo, célibatante depuis pas mal de temps. Mon enfant est venu, je ne pourrais pas dire par intervention divine parce que je ne crois pas en Dieu, mais disons que c'est tout à fait naturel à un moment où je pensais vraiment que je n'aurais plus de maternité. Moi, j'en ai toujours rêvé. Quand j'avais 16 ans, j'avais déjà un petit copain et ça a duré des années et des années. Et donc là, je ressentais au plus profond de moi le désir d'être maman, le besoin même. Sauf que je me disais que c'était pas très malin à 16 ans, d'autant que j'avais une sœur qui avait été fille-mère. Donc je me disais vraiment, je peux pas faire ça à mes parents. Mais en fait, la vie, avec un grand V, en a voulu autrement. Et j'ai dû attendre jusqu'à mes 44 ans pour accoucher en urgence. Donc, pour préciser ton cas particulier, toi, tu élèves ton fils toute seule. Oui, il n'y a pas de papa. Donc, moi, j'ai toujours eu envie aussi d'avoir un enfant. Je savais déjà plus ou moins au fond de moi-même qu'il n'y en aurait qu'un seul. Je suis fille unique et ça n'a jamais été un problème pour moi. Et comme j'ai aussi un grand besoin de pouvoir travailler, pouvoir bouger, etc., j'avais déjà un peu intégré qu'un enfant, ce serait déjà pas mal, voilà, à gérer au quotidien. Malgré le fait que, 1, le contexte n'était pas génial, et 2, on a découvert que j'avais de gros soucis pour arriver à avoir des enfants. Et malgré toutes ces difficultés-là, j'ai voulu avoir cet enfant coûte que coûte, parce que pour moi, je ne pouvais pas m'imaginer quitter cette planète sans avoir connu la maternité.
Encore aujourd'hui, je me pose la question je me pose la question, est-ce que c'était vraiment une envie strictement personnelle ou est-ce que j'étais vraiment formatée par la société à désirer cet enfant? Parce qu'une fois que j'ai eu cet enfant, je me suis rendu compte que finalement, ça n'avait pas grand-chose à voir avec l'idée que je m'en faisais. Mais voilà, donc moi, le désir de maternité, c'était vraiment quelque chose de très fort qui m'a empêché parfois de voir certaines difficultés, mais que je ne regrette pas. À l'heure actuelle, je ne regrette pas du tout d'avoir eu mon enfant. Alors à moi, moi en fait, j'ai toujours pensé que j'en aurais pas parce que j'en voulais pas, je ressentais pas en tout cas de fibre maternelle, j'étais pas une grande fan des enfants, ni dans mon interaction avec eux, et j'avais une très grande peur et dégoût de la grossesse. Et donc j'avoue que dans un premier temps, pour moi la maternité c'était la grossesse et ce qui s'en suivait dans un avenir très proche. Et donc j'avoue que ça me faisait peur, ça me dégoûtait. Et donc moi pendant très longtemps j'ai pensé que j'en aurais pas et enfin voilà, j'avais pas de, j'en avais ni l'envie ni je ressentais rien non plus par rapport à ça. Et j'avais la vision de la maternité, vraiment le bébé, le nourrisson. Et j'avoue que je trouvais pas ça hyper intéressant. Petit scoop, toujours pas. Moi non plus. et puis, la vie fait que j'ai dû m'occuper... j'ai voulu, j'ai aidé une de mes amies qui avait un petit bébé qui a eu des énormes soucis de santé. Et donc, je m'en suis beaucoup occupée dans ses premiers mois de vie à l'hôpital. Et c'est un petit bout qui ne pouvait pas parler, qui n'avait pas de voix, etc. Et qui devait complètement se faire comprendre différemment que par une voix. Et là, j'ai découvert qu'en fait, ce qui était beau, c'était de voir un petit bout, aussi petit soit-il, de voir comprendre, interagir avec le monde autrement que par sa voix. Et je me suis rendu compte là que c'était autre chose que ce que j'envisageais. Et je me souviens de mon ami qui me disait tout le temps c'est le premier bébé dont tu t'occupes, tu vas ne jamais vouloir être maman parce qu'ils étaient dans une difficulté, une galère et un stress énorme. Et moi, justement, j'ai découvert ce que c'était de s'occuper de quelqu'un qui n'a pas choisi d'être là au début, etc. Et de ce que ça pouvait apporter. Donc, le chemin commence à se faire dans mon esprit de l'intérêt, de l'envie, etc. Et puis, ça arrivait quand même des années après la vie, les couples, etc. faisant. Donc voilà, moi, paradoxalement, je suis celle dans la famille, tout le monde s'imaginait et s'attendait à ce que j'ai des enfants. Et je suis la seule qui a pris la décision de ne pas en faire. Donc moi, on est 4 chez moi et j'ai une sœur qui a 13 ans de moins que moi. Donc j'ai vraiment vu ce que c'était une grossesse et puis un bébé tout petit et puis comment ça grandit, comment on s'en occupe. Alors j'avais 13 ans, je n'étais pas non plus adulte, mais j'étais quand même bien consciente de ce que ça représentait, etc. Et je trouvais ça très chouette. Et puis, aussi la vie a fait que, à aucun moment, finalement, je n'ai ressenti ce besoin de maternité ou cette envie. Je ne me suis jamais projetée, parce que je pense que c'est le cas de tout le monde, et puis parfois on arrive à la conclusion que non, c'est pas pour moi. Je me suis jamais, moi, à un moment donné, projetée avec je vais me balader avec un enfant, ou je vais faire son anniversaire, ou toutes les images qu'on peut s'imaginer. Et je suis pourtant quelqu'un qui... et c'était ça aussi dans ma famille, l'étonnement dans ma famille, c'était dès qu'il y a un enfant dans la pièce, depuis que je suis vraiment jeune, donc même avant que ma sœur soit née, moi, ça y est, je reste avec les enfants. Et donc, et encore aujourd'hui, hein, s'il y a des petits dans la pièce, dans ma famille, quand on fait des dîners de famille, moi je suis celle qui reste avec les enfants. Mais voilà, pas les miens.
quand enfin j'ai découvert ce que c'était, comme le disait Alice, d'avoir un tout petit dans les bras, et à quel point je me suis sentie seule, désemparée, complètement perdue, et un peu déçue aussi de ce qu'on m'avait vendu en termes de ressenti, de vie de famille qui allait découler de tout ça. Je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je me suis jamais vraiment posé la question? Pourtant, j'ai eu le temps, hein. J'ai quand même mis presque 3 ans et demi à arriver à tomber enceinte. Il y a eu toute la grossesse. Mais j'étais dans une sorte de tunnel de je dois être mère et ça va être génial. Alors, je pense chez moi que ça vient du fait que tout simplement, j'ai eu une enfance géniale. Je crois que j'ai un peu pris la photographie de moi en tant qu'enfant avec mes parents et je me suis dit, je vais reproduire exactement la même chose contre vents et marées dans ma propre famille. Sauf que, évidemment, il s'est révélé que mon partenaire n'était pas prêt ou en tout cas n'était pas assez présent que pour pouvoir assumer à ce moment-là son rôle de père et que je me suis retrouvée à tout faire. Donc, il y a eu une explosion de ma charge mentale à ce moment-là puisque je devais m'occuper de mon fils, de moi et en partie de son père puisqu'il n'était pas en forme. J'ai retrouvé mon corps complètement ravagé. Je ne m'attendais pas du tout à ce que mon corps soit si abîmé. Et j'ai vraiment eu un coup de jarnac, vraiment, pour reprendre une vieille expression de 1982. Je ne la connais pas. Eh ben voilà, Moi non je ne plus, sais pas ce que en c'est 83. c'est une expression, je ne sais même pas ce que c'est que jarnac, mais j'imagine que c'est un truc qui tape derrière la tête. C'est l'idée que je me fais, mais en tout cas, je suis descendue de plusieurs étages en me disant, mon Dieu, c'est ça la maternité. Et c'est à ce moment-là, je crois, qu'il y a eu aussi au niveau sociétal un changement, que quelques années plus tard, notamment, allait arriver le podcast Bliss Stories, qui a, pour pas mal de femmes qui connaissent ce podcast, a changé énormément de choses, puisque le travail de la journaliste, c'est de rassembler des récits de maternité ou de non-maternité parfois, soit de femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants, soit des femmes qui ont eu un enfant, mais pour lesquelles les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et je me suis rendu compte que toutes ces choses qu'on partageait entre femmes existaient, qu'il y avait énormément de femmes qui avaient ressenti la même chose que moi, et pourtant, aucune soignante, aucun médecin, et même les femmes autour de moi n'avaient un discours construit sur cette espèce de tornade qui était l'arrivée d'un enfant dans une vie. Est-ce que vous, pour celles qui ont eu des enfants autour de la table, ou même pour toi Sophie qui n'en a pas eu, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est ancré au niveau émotionnel en vous? J'ai l'impression que c'était vraiment très intérieur et parce que j'en devenais malade, j'en étais triste, je me rendais compte, passé 40 ans, que je devais faire le deuil de cette maternité qui désormais n'arriverait jamais plus. Et aller voir des amis à la maternité avec un petit bébé, ça me devenait vraiment... c'était devenu insupportable et je me souviens très bien de quel bébé... pour lequel j'ai dit, voilà, celui-ci, c'est le dernier que je viens visiter. Je n'irai plus jamais en visiter, ça me fait trop mal. En plus, moi aussi, je suis issue d'une famille nombreuse et j'ai eu un frère 7 ans plus jeune que moi, une nièce 6 ans plus jeune que moi qui habitait sous le même toit, et puis mon neveu. Et donc, je les avais tout le temps. Donc, je savais que j'avais ce côté maternel, bien plus d'ailleurs que ma sœur qui avait été fille-mère, elle, mais qui plus tard, on s'est rendu compte, était remplie d'endométriose et à qui on a dû enlever carrément l'utérus, ce qui fait que si elle n'avait pas eu cet enfant trop tôt, elle ne l'aurait jamais eu. Oui, tout à fait. Mais quand tu t'es aperçue que tu étais enceinte, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi et comment ça a été reçu par ton entourage? Alors là, je n'y croyais plus. Donc, il m'a fallu un moment déjà pour le découvrir. Là, par contre, autant j'avais désiré un enfant très, très fort, autant j'avais eu le temps d'y réfléchir et de me dire « je ne veux pas un enfant à n'importe quel prix ». Donc, même une adoption, j'y avais pensé. Et ce qui me faisait peur, par exemple, dans l'adoption, c'était de me dire « mais si ce petit bout qu'on va me confier, et si je ne l'aimais pas ? Que fera-t-on ? Que ferais-je ?» Et puis surtout, étant donné que j'étais
j'avais vécu en couple. Là, j'avais essayé d'avoir un bébé et ça n'était jamais arrivé malgré comment dire, des aides médicales. Des traitements. Oui, voilà, pour essayer de stabiliser mon désordre hormonal. Malgré ça, tu n'as pas réussi à avoir un enfant. Mais même pas une fausse couche, rien. Je ne voulais pas donc un enfant à n'importe quel prix. Donc je me disais bien, si je ne suis pas en couple, si je n'ai pas un couple bien installé, si tous les voyants ne sont pas ouverts, je ne peux pas m'autoriser à avoir un enfant. Donc j'étais dans ce cadre-là quand je suis tombée enceinte. Et alors là, ça a été une explosion de questionnements, puisque j'avais, pour la société, passé l'âge. Je n'étais pas dans un contexte qui permettait, toujours selon la société, d'élever un enfant. Et ce que j'avais rêvé, moi, la petite maison dans la prairie, je n'avais pas de Charles Ingalls qui allait m'accompagner. Donc là, j'ai dû me faire aider et j'ai finalement fait un parcours d'avortement pour avoir justement accès à des spécialistes et pouvoir me poser toutes les questions, puisque la première, c'était « Suis-je légitime ? Ai-je le droit de continuer à porter cette vie alors que c'est la chose que j'attendais depuis toujours ? Et qu'est-ce qui va se passer ?» La peur m'a envahie en me disant « Mais ça va être terrible. » Et surtout, je me disais « Ça va être terrible pour ce petit bout qui n'aura pas de papa, qui… » Enfin voilà. Donc, j'ai dû vraiment faire tout un travail sur moi. Et Gary est là, donc c'est que j'ai décidé. C'est vrai qu'on m'a dit, vous voyez vraiment très loin, vous nous avez dressé un arbre des possibles sur 30 ans, mais que se passerait-il le lendemain de l'avortement ? Et là, je crois que j'ai vu une corde pendre sur une poutre. Donc, voilà. C'est vrai que justement, tu fais cette réflexion-là, mais j'ai eu quelques témoignages ces derniers temps sur des femmes qui ont fait le choix d'avorter et qui ne regrettent pas d'avoir avorté parce que les conditions n'étaient pas bonnes pour elles. Et c'était des conditions vraiment très différentes d'une femme à l'autre. Mais par contre, elles disent le chagrin et le choc que c'est, elles ne l'avaient pas du tout anticipé. Et elle dit on a peur d'en parler parce qu'on a peur que ce soit instrumentalisé parfois par des opposants au droit à l'avortement en disant voyez tu vas faire une dépression. Mais elles m'ont dit c'est pas ça qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire c'est que c'est pas un acte anodin et on fait pas ça par plaisir ni par facilité. C'est pas un moyen de contraception l'avortement. Ça en est un dans le sens de la définition, mais ce n'est pas comme ça qu'elles pensaient gérer leur vie. Et je pense que cette question-là, elle est importante, c'est de se poser la question, ne fût-ce que de l'après, qui va être là pour aider la personne qui fait le choix d'avorter. Et souvent, on est fort seul, apparemment. Voilà. Moi, j'ai pas eu cette expérience, mais j'ai quand même le sentiment, en entendant les témoignages de choix de grossesse, de choix d'avortement, qu'on est souvent très seul par rapport à ces décisions-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tant que femme, on gère notre contraception et nos choix de grossesse ou pas seuls. Oui, complètement. Même quand on vit à deux, c'est quelque chose qu'on gère seul. Et toi, tu as pu discuter avec tes compagnons. Enfin, je ne sais pas si tu as eu un ou plusieurs compagnons. Enfin, je sais pas si je sais que c'est plusieurs. Oui, mais est-ce que ça a été des discussions que tu as eues avec eux ou est-ce que le temps a passé puis voilà? Un petit peu des deux. Donc, c'est-à-dire j'ai jamais vécu avec quelqu'un qui voulait un enfant à tout prix. Donc ça, voilà, ça changeait forcément la donne aussi. Bien évidemment, on sait, dans les différentes relations, poser la question à un moment, mais plus dans une discussion informelle qui, à un moment donné, on arrive sur ce sujet. Et probablement, moi qui pose la question, mais attends, des enfants, t'es sûr, t'en veux pas, hein? Oui, et sous-entendu, si tu réponds oui, ça, on va être embêté. Et donc, il se fait aussi que la vie m'a amené à être toujours avec des gens des hommes qui ne voulaient pas d'enfants. Donc ça a joué aussi. C'est ça que je dis, c'est un choix et en même temps, c'est la vie a fait que.
Ouais. Je pense que si j'avais été face à quelqu'un qui me disait non mais moi je veux un enfant à tout prix, si on fait pas d'enfant je m'en vais, va-t'en. Je pense que ma réaction aurait été celle-là. Je peux pas, je l'ai pas vécu, je peux pas le jurer non plus, mais je pense que ça aurait été ma réaction. Oui. Parfait. Et toi, Alice? Alors, en fait, donc moi j'ai toujours pensé que j'en aurais pas, que je n'aimerais pas, etc. Il se fait que mon compagnon était, avant d'être mon compagnon, mon meilleur ami. On a eu une relation d'amitié pendant une bonne dizaine d'années. Et donc, évidemment, il savait tout mon discours sur les enfants, etc. Et puis, moi, ce que je dis, pour revenir à la question de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai eu envie, et à quel moment, etc. Parce que le fait de m'occuper donc d'un enfant qui avait besoin qu'on s'occupe de lui, j'ai découvert une autre face. Ça a commencé à faire un chemin, mais là, j'avais 25 ans. Et à ce moment-là, je ne me suis pas du tout dit « go ». Pas du tout. Ça a vraiment pris quand même du temps. Et je dis toujours, à un moment donné, donc moi, j'ai commencé à avoir envie genre à 29. Et où j'ai eu cette impression d'avoir une horloge biologique vraiment très... qui est venue dire « les gars, c'est le moment, il faut commencer ». Et vraiment, ça m'a envahi, justement plus émotionnellement qu'intellectuellement. Et en même temps, tout en étant dans un couple assez posé, où on se connaissait bien, je pense que quand j'ai commencé à venir avec cette idée, il a été surpris, vu que c'était pas trop le discours qu'on avait au départ. Lui, il s'était toujours dit « je serai un jour papa », il est fils unique, moi j'ai des frères, et donc lui il s'était toujours dit « je serai un jour papa », mais vous savez, le un jour plus tard, à 45 ans, quand, voilà. Et lui, il se disait vraiment qu'il avait ce timing que j'avais pas. Et moi, j'ai vraiment été prise par une sorte d'urgence que je ne m'explique pas tout à fait. Est arrivé de ça pas mal de tensions entre nous. Vraiment de tensions. J'étais pas tous les matins en train de lui dire. Et disons que nous n'avons pas le même fuseau horaire. Nous n'avons pas tout à fait le même timing et le même temps de décision. Donc, je savais qu'il fallait que j'anticipe un peu les choses pour que mon fuseau horaire s'adapte au sien. Néanmoins, c'était quand même plus long que ce que je pensais. Et donc, vraiment, à un moment donné, c'est vrai qu'est arrivée une sorte de discussion entre nous dans la tension. Je dis, c'est maintenant ou pas. J'ai eu l'impression qu'on prenait une décision commune sur le fait que j'arrête la pilule et que c'était le bon timing, parce qu'ils disaient ouais, c'est pas le bon timing, c'est jamais le bon timing, enfin voilà. Et donc, quand finalement je suis tombée enceinte, lui il a super mal pris. Ouais, les débuts ont été un peu durs. Lui a eu besoin de partir. Je pense pour se réapproprier une décision qu'il pensait n'a pas vraiment eu en main. Moi, très vite, à ce moment-là, je me suis fait un plan A, un plan B, un plan C en me disant plan A, je le garde pas. Non, plan A, je le garde. We drink and we dance, you don't give it a chance. Is it really romance you feel? When you're around, we both try to pretend you're just a guy, and I am just your friend. What if all of my love is yours? What if you were the one I chose? Would you throw me like dirty clothes? Or would we last forever? If you are not mine, I'm letting you go. I won't be your backup call, 'cause for such a long time my heart is on hold, dead for too long. When you're around, we never talk about the way we feel.
If you are not mine, I'm letting you go. I won't be. Bon, Alice, tu expliques que le démarrage n'a pas été facile et chez moi non plus. Parce que moi, j'avais ce désir d'enfant depuis des années, même le père de mon fils, pas du tout. Donc, il a vendu le bazar à l'époque, mais je peux comprendre, hein, parce que quand on est amoureux de quelqu'un et que cette personne a besoin de quelque chose de fondamental, le lui refuser, on sait que c'est une prise de position qui peut amener à la fin du couple. Et je crois il était fort amoureux de moi et moi fort amoureuse de lui. Et quand j'ai exprimé ce besoin de maternité, je crois qu'il n'a pas eu la force d'être aussi radical, de dire « moi c'est non et c'est non négociable » et du coup, on arrête la relation. Il a préféré avoir un discours alvenalve, comme on dirait, c'est-à-dire « je ne veux pas d'enfant, mais peut-être qu'un jour je vais changer d'avis ». Ce qui est un énorme piège parce qu'évidemment, moi j'ai retenu la deuxième partie de la phrase. Alors, il a mis une sorte de condition. Il m'a dit, si on est ensemble après plusieurs années, alors on fera un enfant. Et donc, après 4 ans de relation, je lui ai dit, voilà, j'ai passé 30 ans, je suis prête, on y va. Et puis, j'ai arrêté la pilule. Et je pense qu'il y avait un déni chez lui du fait que si j'arrête la pilule, je risque de tomber enceinte. Mais je crois qu'il y a aussi une telle méconnaissance de la façon dont fonctionne le corps des femmes. Mais en plus, entre le moment où j'ai arrêté la pilule et le moment où je suis tombée enceinte, il y a eu des longues attentes dans les couloirs du CHR à Namur pour pouvoir avoir mes piqûres, vérifier si j'étais en train d'ovuler, etc. Où j'ai côtoyé des gens qui étaient dans des états de désespoir par rapport à leur problème de fertilité. Parce que moi, je n'étais pas considérée comme stérile, mais infertile. Donc, ça veut dire que j'avais besoin d'un coup de boost, mais qu'a priori, je devrais m'en sortir. Et donc, j'ai été opérée, j'ai eu des piqûres. Et en fait, il a été extrêmement absent pendant tout ce processus. C'était ma maman, en fait, qui m'accompagnait pratiquement à chaque fois. En fait, en fonction de tes cycles, tu es appelé à l'hôpital pendant une semaine où on va essayer de déterminer le moment idéal pour avoir des rapports et les moments où il faut faire des piqûres pour activer plus l'ovulation. Parce que moi, j'avais des ovules visiblement assez feignasses qui n'arrivaient pas à aller là où il fallait. Hein. Et au travail, on avait commencé à me faire des remarques sur le fait que oui, mais tu arrives plus tard, etc. Alors que j'ai un boulot, ça pose pas de problème. Mes rendez-vous, je les prenais plus tard, etc. Depuis, les choses se sont améliorées, mais à l'époque, c'était vraiment pas facile d'avoir cette pression médicale, pression de l'employeur et absence du compagnon. Mais malgré ça, j'ai maintenu mon projet parce qu'il y avait en moi cette phrase de « c'est maintenant ou jamais » aussi. C'est maintenant que je vais faire. Parce que si je romps avec le père de mon enfant, si je dois reconstruire à nouveau ma vie sentimentale, alors que je suis toujours amoureuse, parce que c'est pas un bouton on-off a priori, je vais arriver à un âge où ça va être de plus en plus compliqué. Et en plus, comme je savais que j'étais dans un processus médicalisé, c'était d'autant plus compliqué. Pour moi, en fait, l'arrivée de mon fils, c'était dur. C'était une expérience hyper dure de prise de conscience de la fragilité de mon couple et aussi dure parce que j'y ai laissé quelques plumes. Je me rappelle, le lendemain de mon accouchement, je me regarde dans le miroir, j'avais mes 2 premiers cheveux gris qui étaient sortis comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe alors que j'avais 34 ans. C'était il y a 10 ans, plus de 10 ans maintenant. Donc voilà, ça a été comment mon fils est arrivé. C'est-à-dire que c'était un projet qui était en fait Made in Marie-Lise, que j'ai essayé d'avoir un partenaire, un collaborateur, mais qui en fait ne s'est jamais bien positionné par rapport à ce projet. Mais ma part de responsabilité aussi, c'est que j'ai eu très très peur de me confronter à une discussion enceinte disant est-ce que tu n'es pas en train de regretter, est-ce qu'on n'arrêterait pas là maintenant et tu seras un papa mais à distance. J'ai voulu quand même essayer de sauver cette famille, mais dans les faits 2 ans plus tard je partais avec mon bébé sous le bras. Alors la bonne nouvelle, c'est que maintenant il s'occupe de notre fils à mi-temps et qu'il adore et qu'il aime. Donc ça, pour mon fils, c'est vraiment une victoire, vraiment quelque chose de très bien et qui fait qu'on a une relation correcte, on va dire, entre parents. J'allais dire, moi, c'est justement complètement l'inverse de toi, je trouve. Oui. Moi, au début, ça a été très clair de wow. Donc, ça a pris... Alors, il a fait un aller-retour en 15 jours, mais j'ai l'impression que c'est vraiment les 15 jours qu'il a fallu pour lui se dire est-ce que moi, j'en fais partie ou pas. Et où moi, très vite, je me suis dit s'il en fait partie, c'est top. S'il en fait pas partie, on gérera. Et puis, une fois qu'il est revenu, il a investi. Il a dit je reviens. Je sais pas, j'ai pris la décision d'en être. Et c'est une décision que du coup, on a bien pris tous les deux en conscience et pas en finalement se l'imposant. Et une fois qu'il est revenu,
la question s'est plus posée en fait. Vraiment, ça a été hyper apaisé entre nous. Alors, j'avoue que, contrairement à d'autres, j'ai eu des hormones au top qui m'ont rendue hyper posée, calme, zen. Je sais pas, moi qui suis une pleureuse, j'ai pas pleuré pendant 9 mois, c'était un rêve. Parfois, je me dis qu'il y a que pour ça que je voudrais retomber enceinte. Bon, voilà. Mais donc voilà, et que tout le reste a été très fluide et que quand elle est née, tout a été très simple après. Une fois qu'on a eu tous les deux se dire, ok, c'est un projet commun, mais vraiment commun et individuel en fait. Je crois que c'est ça aussi, c'est que au-delà du commun, lui à un moment donné quand il a été réfléchir, on va dire ça, il s'est dit, est-ce que moi je veux ça avec elle à ce moment-ci, et qu'il a vraiment pris le temps de te dire, ok, j'en fais partie aussi individuellement. Est-ce qu'un jour tu vas pas regretter? Je l'ai entendu, celle-là. Voilà. Et quelle est ta réflexion par rapport à ça, Sophie? Au début, j'essayais de me justifier et clairement, il y avait presque comme un malaise de ma part en me disant, oui, finalement, je suis pas normale. Enfin, je veux dire, j'ai eu une enfance hyper heureuse. Les quatre, on est quatre, c'est les mêmes parents. Donc, voilà, vraiment un contexte familial qui était vraiment ultra positif. J'ai des amis qui ont des enfants et ça se passe bien aussi. Donc je me disais, mais finalement, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Quand on me posait cette question, c'est quand on me posait ce genre de questions ou qu'on me disait, toi, c'est pour quand que je remettais ma décision en question, justement, je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Est-ce que je ne suis pas normale? Pourquoi est-ce que moi, j'ai pas envie de ça? Est-ce qu'un jour, je vais le regretter? Et donc, au début, ça me foutait mal, vraiment. Et puis, au bout d'un moment, parce qu'évidemment, j'étais dans une boîte où on était 100 personnes, et donc il y a énormément, la plupart d'ailleurs ont des enfants, et puis régulièrement au café ou à midi, tu les entends tout le monde se plaindre. Alors ce week-end, il a dû faire ça, il a fallu faire ça, j'ai couru, la petite gna gna gna, l'adolescent gna gna gna. Et finalement, ça me choquait pas, hein, mais finalement je retournais ça en disant, et vous regrettez pas, parce que tous les lundis matins, je vous entends râler sur le week-end chargé à cause des enfants. Et donc assez rapidement, au boulot, en tous les cas, on m'a foutu la paix avec cette question parce que je leur retournais une question qui, eux, les mettait mal à l'aise. Voilà. Et qu'est-ce que les gens te répondaient? Alors, j'ai eu la plus belle des réponses a été oui, mais si t'es une femme, t'es faite pour avoir des enfants. Ah ouais, ok. Voilà. Et bien là, j'ai répondu ça. J'ai répondu exactement ah oui, ok. Et puis, j'ai dit écoutez, finalement, vous savez rien de ma vous savez rien de ma vie, vous savez un petit peu, mais vous savez pas ce qui se passe dans ma tête, vous savez pas comment je vis pas, et vous pouvez pas vous mettre à ma place. C'est mon choix. Je veux dire, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi j'ai acheté telle voiture ou pourquoi je pars à tel endroit en vacances. Pourquoi est-ce qu'on se pose la question et pourquoi surtout on me pose la question sur un sujet qui est aussi personnel? Vous n'en savez rien, qu'en fait j'ai eu une enfance très heureuse. Peut-être que je vous dis que tout se passe bien, mais que j'ai des traumatismes dont j'ai pas envie d'étaler ça à la machine à café. Et donc, assez rapidement, c'est quelque chose qui me mettait plus mal à l'aise, mais qui m'énervait, en disant c'est pourquoi est-ce qu'on impose aux femmes cette question si personnelle? Parce que s'il y a bien le truc le plus personnel pour une femme, c'est ce désir ou non de maternité, finalement. Mais il y avait une telle romantisation de faire sa liste, annoncer la naissance, en tout cas annoncer qu'on est enceinte, cet amour qu'on va avoir au premier regard. Moi, j'avais l'impression que chaque étape de la maternité était une sorte de voie toute tracée vers le bonheur, en fait. Hein. C'était vendu comme étant du bonheur dans un petit corps humain avec un beau linge, hein, en disant, voilà, à partir du moment où tu fais l'acquisition de cet être vivant, tu vas voir, ta vie va changer. Ah oui, la vie va changer. C'était épuisant, répétitif. Oui, le seul mot qui me vient en tête, c'est épuisement. Mais alors là, je me dis aussi,
cet épuisement, si j'avais eu un partenaire qui était là à mes côtés, probablement que je ne parlerais pas de cette partie-là de l'élevage d'enfants, de l'éducation des enfants, avec autant de négativité. Et c'est ça qui rend les choses très, très complexes. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, est-ce que les ressentiments, les sentiments d'épuisement, les sentiments d'exploitation aussi par rapport à la charge mentale que j'ai ressentie et que je ressens encore parfois, est-ce qu'ils viennent d'une illusion qu'on a créée par rapport à ce que c'est la maternité, ou je me dis, tiens, est-ce que quand on vit une maternité dans de bonnes conditions socio-économiques avec un partenaire qui est présent, on ressent les choses de manière totalement différente? C'est seulement maintenant où je me dis, c'est un sacré combat d'être maman solo. Parce qu'en fait, j'avais la tête dans le guidon, j'avais enfin ce que j'avais toujours espéré avoir. Ça n'était pas simple, puisqu'on est resté, Gary est resté 1 mois en soins intensifs. Ah oui, quand même. Oui. Ouais. On m'avait même dit que ça allait durer 6 semaines, pour être sûr que si ça ne se passait pas bien, que je ne sois pas déçue. Et donc, tout a été compliqué. Moi qui rêvais d'allaiter mon bébé, ça a été très compliqué. Et le jour où je suis rentrée chez moi, ça n'a plus marché. On m'avait prévenu, premier jour que vous serez chez vous, ça va être une catastrophe. Ça a été une catastrophe. Le bébé s'est senti complètement, je sais pas moi, enfin, il ne ressentait plus ni les odeurs, ni les bruits de cette salle de soins intensifs, ces machines qui bipaient. Donc l'enfant n'a fait que hurler toute la journée. Tout le monde avait peur de venir au contact de ce bébé d'1,5 kg. Tout le monde me disait, mais enfin, il était un peu plus gros, 2,2 kg quand on est sorti, mais on me disait, c'est la folie, vous auriez dû rester à l'hôpital. Mais bon, c'est le... Je choisis pas toujours. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est vrai que j'avais la tête dans le guidon et je crois que j'ai fait une bulle, même si j'ai dû aller retravailler, que ça, c'était très, très dur. Puisque à 3 heures du matin, mon bébé se réveillait, comme aux soins intensifs, en fait. Et donc, effectivement, je n'attendais rien et je devais m'inventer des tas de choses pour faciliter ma vie, puisque j'étais dans un appartement à 2 étages, donc sans ascenseur. Donc, rien que monter le maxi-cosy. Donc j'avais à cette époque un sac à dos pour monter mes courses au fur et à mesure. Et d'ailleurs, ça m'est resté. Donc, il y a toujours dans mon coffre de quoi tenir en boisson ou en produits secs. Puisque, voilà. T'es prête pour une invasion zombie, toi, en fait? J'avais... Des mamans qui ne dorment pas. Les mamans qui ne dorment pas sont des zombies elles-mêmes. Mais je sais que pendant 3 ans, j'ai été tournée vers ce bébé. Des amis me disaient... On va venir, on va te faire un grand cadeau, on va venir garder Gary, comme ça tu vas pouvoir aller danser la salsa. Et moi je les regardais. Je veux dormir. Voilà. Moi je veux juste une chose, c'est dormir. Voilà, donc on n'était plus sur le même mode de vie que les copines et les amis, mais voilà. Et toi, Sophie, tu vois dans les personnes qui t'entourent, qui sont devenues parents, donc tes sœurs, ta sœur, c'est une sœur, 2 frères. Ouais. 2 frères, est-ce que tu as vu aussi ce changement de mode de vie, de fonctionnement du fait d'arrivée des enfants? Oui, je l'ai vu plus clairement chez ma sœur pour, je pense, 2 raisons. Ça se passe très très bien avec mes frères, mais j'ai une relation vraiment presque fusionnelle avec ma sœur, donc forcément j'ai suivi vraiment de beaucoup plus près la grossesse. Je veux dire, ma sœur, je l'ai au téléphone tous les jours, on se voit depuis toujours 1 à 2 fois, 3 fois par semaine, donc j'ai suivi la grossesse de beaucoup plus près que celle de mes belles-sœurs. Donc là, j'ai vu un changement radical. Donc elle a 13 ans de moins que moi. Du jour au lendemain, le lendemain de l'accouchement, j'ai vraiment senti, c'est elle la grande maintenant. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Et il n'y a aucune parole, aucun geste, ni de sa part à elle, ni de mes parents, ni etc. Mais j'ai vraiment eu ce basculement de maintenant, c'est elle la grande, en fait. Elle a un statut supplémentaire. Oui, c'est même pas tellement. C'était pas le fait qu'elle a un bébé et moi j'ai 40 ans mais j'en ai toujours pas. C'était même pas ça, c'était son attitude. Ça, bêtement, la façon dont elle parle, c'est tout, ses gestes, tout. J'ai vraiment vu quelque chose qui changeait, oui. Elle va
tout de suite débarrasser une table après et toujours prévoir le mouvement suivant en fait, d'organisation. Plus un côté, oui, c'est l'organisation qui a level up et donc toute son attitude en a découlé. Et chez tes frères, est-ce que tu as senti le même impact sur leur capacité d'anticiper? Oui. Oui. Alors ça, oui, tous les deux. Je l'ai moins vu parce que même si je les vois toutes les semaines, je les voyais moins, j'étais moins intégrée dans leur vie. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué chez eux aussi. Et c'est quelque chose qui existait déjà chez nous. Donc, on a un papa qui a toujours été fort présent dans l'organisation en elle-même. Donc, on a eu ce modèle de papa qui était impliqué. Alors, quand on faisait le souper, souvent on rentrait, maman, comme la matinée, elle avait pelé les patates, elle avait préparé une sauce qui était dans le frigo. Voilà, il y avait quand même quelque chose, mais on n'avait pas, nous, déjà, le papa qui rentre et qui on mange quoi pour souper? Non. Il savait ce qu'il y avait pour souper, ce qu'il y avait dans le frigo, ou parce que maman avait prévu quelque chose. Oui, quand même, hein, maman avait prévu quelque chose, mais c'était lui qui était en charge qu'on soit nourri Et puis si cette semaine-là. il devait vous amener aux urgences, il savait si vous aviez tel médicament, genre Oui, de choses, ton papa. c'est ça. Mhm. Donc je pense que ça a vraiment aussi eu une grosse influence sur l'attitude de mes frères. Pour eux, c'était normal. Je veux dire, je crois qu'ils ne se sont pas posé la question. Le papa, c'est ça son rôle, quoi. Ouais. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Parce que d'un côté, on pose la question de la charge mentale, qui est clairement, moi, la raison pour laquelle je pense ma maternité, au démarrage, ne s'est pas passée comme prévu. Mais aussi, c'est de montrer que tu as, toi, Sophie, un modèle hyper positif d'une famille hyper aimante. Et ce n'est pas pour ça que forcément tu as envie d'avoir des enfants. Et je pense que c'est vraiment un message qui est important à faire passer. C'est que nous ne sommes pas juste des machines à reproduire des modèles. On a le droit d'avoir des avis et des envies et des projets différents. Et ça ne fait pas de toi une femme moins... tu n'es pas moins femme que moi par rapport à ça. Et ça montre aussi qu'on peut ne pas vouloir d'enfants, comme tu le disais au début, mais aimer les enfants, aimer la vie de famille, etc. Mais pas forcément vouloir l'intégrer au quotidien. J'anime un groupe de femmes migrantes. Et elles me demandent, mais pourquoi tu n'as pas de deuxième enfant, toi? C'est pas normal. Enfin voilà, dans certaines cultures d'Afrique centrale, on a plusieurs enfants quand on peut en avoir. Et toujours est-il que ces femmes avec qui je travaille me disent mais nous, tu sais, quand un enfant est malade, quand il y a une difficulté, tout le groupe de femmes, on n'est pas forcément la même famille, on s'active. On prend l'enfant avec nous. Va à ton entretien d'embauche. Moi, je prends l'enfant. Il est malade, mets-le chez moi. T'es malade, je t'apporte à bouffer. Et je les regarde, je dis, mais oui, mais en fait, l'expression « il faut tout un village pour éduquer un enfant », nous, on ne l'a pas du tout intégré, dans certains milieux, en tout cas en Belgique. Je sais que dans certaines familles, c'est très présent. Moi, j'ai de l'aide de mes parents, mais j'avais plutôt l'impression que pour ce qui était des amis, des collègues, etc., fallait quand même pas trop faire chier avec mes problèmes de maternité. C'est-à-dire que c'est son problème. C'est ton enfant, c'est ton problème. C'est ton enfant, c'est ton problème. Et je pense que ça, sauf pour la famille proche, et encore, il y a des gens qui, malgré le fait qu'ils ont des parents, sont quand même tout seuls ou toutes seules, parce que les parents ne veulent pas, etc., ou sont loin. Enfin voilà, il y a plein d'explications. Et je me suis dit, mais oui, en fait, le regret maternel, ou en tout cas tous les problèmes de parentalité qu'on peut avoir, sont aussi dus au fait qu'on est complètement individualisé à l'heure actuelle dans notre projet maternel ou de projet de parentalité. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi ressenti, le fait de cette individualisation du problème, que ce soit pour vos proches ou pour vous-même? Moi, tu sais le boulot que je fais, et du coup, les témoignages que j'ai, évidemment, ils sont très projetés. Et vraiment de se rendre compte, le fait qu'on ait des façons de faire hyper, effectivement, comme on disait, individualisées, et où c'est la famille, alors pas partout, pas pour tout le monde, hein, mais où c'est la famille mononucléaire qui a la primeur sur tout et sur la façon dont on va trouver des solutions, etc. On ne va pas du tout voir dans la famille à l'extérieur et l'entourage plus large s'il n'y a pas des solutions. Allez, parfois, c'est effectivement les parents qui, parce que nous, on fait encore un peu partie de leur famille mononucléaire, ouf. Donc moi, mais effectivement, les grands-parents nous aident bien. Mais effectivement, l'entourage, mais même moi, je ne vais pas chercher, je ne vais pas oser aller demander, etc. Parce qu'on ne fonctionne pas comme ça. Moi, je veille sur ma fille dès que je suis là. Et si je ne suis pas là, je la confie à quelqu'un individuel, entre guillemets.
Oui, Et qu'on dès que je paye. reviens, Et qu'on paye qu'on aussi. paye, ou même si on ne paye pas, Oui, je veux ou dire, gratuit, mais Et- dans et- l'enseignement, quoi. et dès que je reviens, oui, au-delà de l'enseignement, mais même si je suis Mm. dans un groupe avec des amis, etc., que moi je m'absente, je vais la confier à une personne et je m'assure à ce que cette personne soit attentive à elle en individu. Et dès que je reviens dans le groupe, c'est moi qui reprends le relais. Et la personne d'ailleurs s'en décharge. Et moi, voilà, si une amie, une amie d'Ella, sa maman lui dit tu peux veiller sur elle, je veille sur elle. Et dès que sa maman revient, c'est plus moi qui veille sur elle, entre guillemets. Et ça, vraiment, ce rapport à l'individu, etc., c'est clair que si la famille nucléaire et l'entourage assez proche n'est pas hyper présent, je pense qu'il y a plein de gens qui se... Enfin, oui, c'est pas du tout intégré, le fait qu'on peut être plein, en fait, à s'occuper veiller sur un enfant. À veiller sur un enfant. Toi, Patricia, tu t'es sentie isolée par rapport... Parce que je sais que tu as une famille qui est quand même fort présente aussi. Ma sœur décédée, elle a été vraiment très très présente, mais avec 40 km de distance, donc ça n'était quand même pas facile. Mais ce que moi j'ai compris très vite, notamment quand j'allais à la crèche, c'est que désormais, autour de moi, je faisais tout à l'envers, à cause de mon âge, à cause de mon état, etc. Donc, mes amies avaient une autre vie qui se déroulait devant elles. Et c'est pas qu'elles ne voulaient pas aider, mais voilà, c'était un petit peu comme un cheveu dans la soupe. Et donc, j'ai compris et j'ai voulu développer de nouvelles amitiés. Et c'est ce que j'ai essayé de faire et j'ai réussi. Et pendant au moins les 12 premières années de la vie, on était comme ça 4 mamans, mais elles avaient facilement entre, je sais pas moi, 15 ans, plus jeunes que moi. Mais ce qui nous rassemblait, c'était ces petits bouts. Et justement, moi, je m'étais dit, mais comment je vais faire quand je serai coincée dans un embouteillage ou pour des heures supplémentaires très importantes pour des concours au travail. Ma sœur sera trop loin, puis de toute façon, elle ne sait pas conduire. Et donc, ces mamans-là, je leur ai proposé, je leur ai demandé et si on faisait un truc ensemble. Et heureusement, elles ont eu besoin de moi aussi, quoi. Donc, j'ai dû aussi les dépatouiller parce qu'une était infirmière. Enfin bon, il y avait des tas d'histoires qui faisaient que j'ai dû reprendre ces petits bouts de chou, m'en occuper pour des raisons XY, faire du babysitting. Donc, au moins, je n'étais pas celle qu'on devait absolument aider. Je pouvais aussi... Mais c'est vrai que ça n'intéressait pas les gens, puisque si j'avais des amis avec des enfants, je ne sais pas moi, de 15 ans... tout d'un coup, avoir un bébé, tu vois, c'était complètement... et y compris, à une époque, j'avais envie de refaire, d'avoir de nouveau un amoureux, par exemple. Mais là, j'ai très vite compris aussi que ça n'irait pas. Ça n'irait pas. À cause de l'âge de ton enfant? Et de mon âge. Ah oui. Déjà, une femme qui a 50 ans, ça n'intéresse plus les hommes. Ça n'intéresse plus les cons, cette nuance. Moi, je me rends compte quand je vais au parc avec ma fille, tu sais, au square, eh bien, je vois de plus en plus de papas. C'est bien, félicitations, messieurs, génial. Vous avez vu, on se fait chier, hein. Ah, mais c'est bien, comme ça, maintenant, vous savez ce que vivent les femmes. Oui, parce que nous aussi, on s'ennuie au parc, hein. Je voulais vous dire, on est comme vous, hein. On n'a pas un gène du parc qui fait qu'on trouverait ça génial d'être tournicale. On s'en fout, tous, hommes ou femmes. On s'ennuie, on erre comme des zombies, comme ça, entre les manèges. On se regarde, on se dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, bordel? Mais qu'est-ce que je fous là, merde? Enfin, hier, j'avais 20 ans, j'étais bourré en boîte. Je dansais sur Imagination avec mon pantalon à pince, je me souviens. It's just an illusion. Et aujourd'hui, c'est pas une illusion, je suis bien en train de m'emmerder, là, je te le dis. Ah bah, le parc, il y a rien de plus... Merde, pardon, excusez-moi. Crac. C'est en pente. Le parc... Ah, le parc, c'est le cimetière de ta jeunesse. Ah bah, le parc pour enfants, c'est la prison pour adultes, clairement. Alors, on se regarde, tu sais, comme ça, entre condamnés à mort et on compatit, comme ça. On compare nos peines en silence, bien sûr. Oh mon Dieu, 3 enfants, 30 ans ferme, courage. Il y a vraiment un clivage qui peut se faire entre ceux qui ont des enfants et ceux qui n'ont pas des enfants. Et c'est vrai que moi, j'ai
j'avais une amitié avec quelqu'un qui n'aimait pas les enfants, et je le sais, et qui, effectivement, je ne sais même pas si c'est la question de la maternité qu'elle qu'elle remettait en cause ou pas. J'avoue que c'est pas on ne savait pas nécessairement en parler, mais en tout cas, elle n'aimait pas les enfants parce que effectivement, ça fait du bruit, ça pue. Elle ne trouvait aucun plaisir à être en interaction avec des enfants. Et le jour où j'ai été, jusqu'au jour où j'étais enceinte, ça allait encore parce que j'étais assez discrète sur ce qui se passait en moi, ma grossesse, etc. Je pouvais facilement ne pas en parler à personne, et pas à elle particulièrement. Mais par contre, c'est vrai que le jour où ma fille est née et où je suis entrée en interaction avec elle et où elle a fait partie de ma vie, il y a vraiment eu un switch dans sa façon de se comporter par rapport à moi. En mode aussi, j'étais devenue vraiment la maman chiante qui parlait que de ça, alors que c'était pas. Je faisais hyper attention à pas trop en parler avec elle parce que justement je savais ça, mais vraiment il y a eu un switch et voilà, ça n'a pas fait que. Il n'y a pas eu que ça qui a fait partie du fait qu'on s'éloigne, mais c'est vrai qu'il y a vraiment eu ce clivage de je suis rentrée dans le camp des mamans, et c'est vrai que ça fait. Je l'ai vécu un peu violemment. Mais moi, je pense que ça fait partie aussi de la bobonification que la société a tendance à nous imposer en tant que mère. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir, enfin, il y a des personnes encore qui ne peuvent pas concevoir qu'on puisse être mère et continuer à être une personne sympa, marrante, etc. Mais avec un truc en plus, c'est-à-dire que, tout comme on peut, je sais pas moi, avoir un poste supérieur dans une entreprise et être beaucoup plus occupé qu'avant parce que on gère des trucs un peu plus complexes, comme on pourrait très bien avoir un parent gravement malade et devoir l'accompagner au quotidien. Donc forcément, on est un petit peu moins festive à certains moments. Alors que tu ne sois pas à l'aise parce que tu n'es pas habitué, que tu ne sois pas à l'aise avec un petit qui va te demander un verre d'eau et que tu ne sais pas si tu lui donnes un verre ou un gobelet ou tu ne sais pas s'il peut avoir de la grenadine. Et donc, que tu ne sois pas à l'aise, oui. Et je me demande si dans la majeure partie des cas, en fait, c'est pas ça. C'est un sentiment peut-être plutôt de malaise, de je ne sais pas comment je gère cet enfant. S'il commence à pleurer, s'il tombe, qu'est-ce que je fais? Je me jette dessus et je le sauve, ou si c'est pas trop grave, on nie un peu l'affaire et il va juste pleurer 2 minutes. Et donc je me demande dans quelle mesure c'est pas un sentiment de je sais pas quoi faire avec cette chose, et donc je dis que j'aime pas. Oui. Ouais. Et aussi, moi, je sais que il se peut que j'ai dit j'aime pas les enfants un jour, et même peut-être dans le podcast, je sais plus. Au début, oui. Au début, je pense. Ce qui me fait réfléchir, moi, c'est pas nécessairement dans cette interaction-là, c'est dans leur jeu. Je sais que j'ai vraiment un imaginaire très limité. Et donc, je vois bien avec ma fille quand elle me disait « Maman, tu joues avec moi ?» Vraiment, je suis la pire partenaire de jeu qu'un enfant puisse avoir, parce que je suis vraiment pas fun là-dedans. Et d'ailleurs, elle a vite compris, elle me le demande plus, et c'est très cool. Mais Ah oui, toi aussi. mais vraiment, je pense que quand je dis ça, je sais que je me rends compte que alors j'ai un peu vieilli, j'ai un peu mûri, tout ça. Mais c'est aussi dans cette interaction-là de jeu que je me rends compte que moi, je n'ai pas... effectivement, je suis pas à l'aise. Je sais leur donner un verre d'eau. Ça va, même avant. Mais cette interaction-là, c'est vrai que pour moi, elle est plus difficile. Et donc, j'ai pu penser que j'aimais pas. Moi aussi, je pense que le grand fait de rester connecté aussi avec les enfants, un minimum, c'est aussi pouvoir remettre en cause qui on est en tant qu'adulte. Avoir le sentiment qu'on est quelqu'un de responsable, d'intelligent, d'équilibré, qui prend toujours des bonnes décisions au bon moment. À un moment donné, il faut dégonfler. On reste quand même des grands gamins. Hein. Et d'ailleurs, ça me fait penser que moi, la dernière fois où où j'ai répondu à j'ai pas d'enfant et c'est un choix, c'était une réflexion de mon neveu qui avait entre 6 ans et demi et 7 ans. C'était à l'occasion de la fête des mères. Et je passe chez mon frère et il avait offert un cadeau à sa maman, il a fait son petit poème. Et puis il m'explique ça, il me montre son cadeau, et puis d'un coup il cale et il se retourne et il me dit « Mais toi, Tati Sof, t'as pas d'enfant, t'es pas triste ?» Je dis « Bah non. »
mais t'as pas eu de cadeau ce week-end, c'est rien. Et donc, il était tout mal à l'aise, le pauvre chou, parce qu'il disait, elle va être trop triste. Et je lui dis, non, j'ai pas d'enfant, c'est parce que je n'en voulais pas, tracasse pas. Et puis, il a du coup instauré la fête de la Tatisoff, comme ça, chaque année, quand même mon petit cadeau. Et c'est vrai que c'est la dernière fois que j'ai été confrontée à cette question. C'était la question d'un enfant, et ça, c'est la première fois que ça m'arrivait. De dire, tiens, comment est-ce que je m'étais jamais rendu compte que les enfants pouvaient aussi, et après coup, c'est bête de ne pas m'en être rendu compte avant, mais que les enfants aussi peuvent se poser des questions vis-à-vis de ça. En disant, tiens, elle est fort présente, parce que voilà, j'adore, je vais le chercher à l'école parfois, je m'occupe d'eux, je joue avec eux, mais je ne m'étais jamais imaginé que l'un d'entre eux allait se dire à un moment donné, ah mais tiens, elle n'en a pas, et peut-être qu'elle est triste. Enfin voilà. C'est adorable. Et en même temps, tu as Ella qui, donc ma fille qui, depuis qu'elle a genre 6 ans et demi, 6 ans, je sais pas, elle me dit, en tout cas, moi, je veux vraiment pas d'enfant. Ok, pourquoi? Oh, j'ai pas envie de négocier, ça prend trop de temps. Je suis trop là en train de me dire, mais en fait... Oh merde, t'as complètement baissé les bras. Ça te fait un seul sein super long. Quoi? T'as un monosein? C'est lui, mon soutien-gorge le plus sexy. On dirait que tu t'es enroulé dans un bandage Ça donne élastique. pas envie d'y toucher. C'est dur. Oh mon dieu. C'est comme les masques pour les yeux. Tu sais, ce qu'on met au frigo. Tu me fais penser à la fille dans Boys Don't Cry. Alors moi, je voudrais bien aller sur le terrain du corps des femmes. Soit jeune, mais pas trop, soit grosse, soit mince, mais pas trop, soit et de la personnalité, mais pas trop, soit intelligente, mais pas trop. Enfin, voilà, il y a toujours cette espèce de double standard complètement intenable. Et donc, le corps de la femme enceinte est vendu comme étant un moment de pure bliss, où on a des cheveux magnifiques, une peau rayonnante, où nous sommes en pleine forme. Dixit, beaucoup de films, alors de moins en moins, parce que je pense que c'est devenu aussi un moyen de faire rire les gens. Comment vous avez vécu pour celles qui ont enfanté le pendant et l'après? Et Sophie, toi, est-ce que toi aussi, tu peux intervenir parce que tu as ton expérience de femme, est-ce que c'est un élément qui, toi, t'a fait faire un pas de côté par rapport à la grossesse et qu'est-ce que tu as remarqué chez les autres femmes? Je ne sais pas si tu veux commencer. Oui, allez, je vais commencer. Donc, pas du tout. Je comprends tout à fait que le choix de faire des enfants ou pas peut être lié aussi à ce qu'on considère comme un détail de la grossesse, je vais un bouleversement énorme, mon corps, le corps d'après, etc. Moi, c'est pas quelque chose qui m'a fait peur. Alors, je ne dis pas qu'au moment où j'apprends que je suis enceinte et que je vais devoir gérer ça, je ne dis pas que j'aurais pas eu une trouille incroyable, mais c'est pas du tout quelque chose qui me faisait peur ou qui me dégoûtait. À aucun moment, je me suis dit, je ne vais pas faire d'enfant, parce que j'ai déjà entendu ça, je ne vais pas faire d'enfant parce que je ne veux pas après que mon corps soit détraqué, je ne veux pas subir ça, je veux pas... Non, moi, pas du tout. Ok. Et est-ce que tu as vu des changements ou est-ce que des femmes t'ont fait des confidences sur l'après ou le pendant? Pas tellement, mais le fait que je ne l'ai pas vécu doit jouer, je pense. Ah, elles se confient pas à toi parce que... Alors, parce que peut-être aussi en disant, de toute façon, ça sert à rien. Enfin, pas que ça sert à rien, mais c'est pas quelque chose que je vais pouvoir partager, je vais pas avoir un retour, ou enfin voilà. Donc, Ok. Non, je l'ai jamais eu. Alors que finalement, je pense que partager même avec des gens qui n'ont pas vécu, ça permet quand même aussi de sensibiliser les gens autour de soi, de dire, voilà, ça c'est dur pour moi. Bon, moi, il y a des gens qui vont me dire c'est dur d'avoir perdu un bras. Bon, j'ai toujours mes 2 bras. Oui, ça ne va pas empêcher de dire oui, je comprends plus ou moins, mais en tout cas, qu'est-ce que je peux faire pour te soutenir au quotidien? En tout cas, je t'écoute. Et toi, Patricia, le pendant et l'après? Mais je crois que l'âge doit aussi, à mon avis, intervenir et que, ayant eu cette grossesse tardive, ça ne m'a vraiment pas gênée, moi, parce que je crois que voilà, j'étais plus que prête, puisque je pensais vraiment que ça n'arriverait plus. Et donc, moi, j'ai très bien vécu. Je n'ai pas pris énormément de poids. Je dis souvent que je n'ai pas accouché puisque c'était une césarienne. Et donc, à part la difficulté après, pendant 1 mois, de se faire des injections et de ne pas pouvoir me plier... voilà, il y avait des petits côtés un peu comme ça difficiles à cause de la cicatrice. Mais disons que quand tu as 44 ans, tu sais bien que de toute façon, toi, tu n'as plus ton corps de 20 ans. Et T'as relativisé, quoi. Vachement. Ben, oui, parce que moi, j'ai vécu ça vraiment comme un cadeau de la vie inespéré.
Pour le même prix, j'aurais pu me taper un cancer. Et en fait, j'ai eu un bébé. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Maintenant, par exemple, j'ai très vite perdu aussi. Puisque j'allais voir une personne qui était alitée à l'hôpital et elle me disait « Oh, t'as déjà tout perdu, toi !» Ah, tu vois, tu trouves. Ben, moi, voilà, j'étais plus du tout centrée sur moi. Je ne regardais que mon bébé. Parce que, voilà, en étant toute seule, il te faut déjà bien tout. Mais c'est plutôt après, moi, que j'ai commencé à prendre du poids, à mon avis, mon corps. Et au début, je savais que je m'étais convaincue que je n'allais plus intéresser les hommes. Ah oui, donc la pression d'avoir un partenaire que tu n'as pas eu finalement, puisqu'il n'y a personne, tu as pu, d'une certaine manière, te dire, bon, en tout cas, pendant un temps, tu as pu mettre ce dossier-là au frigo, quoi. Exactement. Ouais. Je pense que j'ai plus été attentive sur l'après, enfin le corps de l'après, que sur toutes les étapes de la grossesse pendant. J'étais effectivement un peu plus focusée parce que après je sais aussi où étaient mes petites faiblesses, mes petits travers et donc j'ai moins été surprise de ce ventre ramollo, chewing-gum, post où d'un coup tu perds plein de poids mais pas ça. Tu perds pas d'où tu veux, en fait, c'est Voilà. Et après, moi, au niveau du poids, ce qui est assez particulier, et pas tant que ça au final, c'est que j'ai perdu tous mes kilos de grossesse pendant mon postpartum. Et en fait, quand j'ai recommencé le boulot, avec toute la course qu'a eu ma reprise de boulot entre les trajets, l'élever, pas possible, etc. Et ben, là, j'ai commencé à avoir une moins bonne hygiène de vie et à grossir super fort. Alors que au final, voilà, de nouveau, je sais que, sorry pour celles pour qui c'est dur, mais moi j'ai des nuits compliquées depuis 40 ans. Donc, les nuits, les courtes nuits, les réveils intempestifs d'Ella n'ont pas dérangé plus que ça mes nuits déjà dérangées, en gros. Et je me lève pour aller au boulot à 5h35 du matin. Et sauf que quand j'étais en postpartum, on se réveillait à 5h, je lui donnais à manger et je redormais. Donc en vrai, j'ai plus dormi et j'ai eu pas des moins mauvaises nuits pendant mon postpartum, ce qui a, je pense, vachement aidé à ça, quoi. Et au fait de bien vivre aussi un postpartum. Parce que j'avais déjà... j'ai l'impression que les gens qui ont besoin d'un énorme sommeil et ont des super bonnes nuits, une fois que c'est bousillé, c'est plus compliqué. J'ai entendu dans un podcast justement une podcasteuse qui conseillait à une jeune femme qui voulait quitter son compagnon. Et elle lui dit, mais quoi, vous êtes parents ? Oui, depuis 3 mois. Vous dormez pas ? Non. Bah attends alors. Attends de dormir avant de prendre ta décision. En fait, c'était vraiment ça. C'était l'épuisement qui faisait qu'ils pétaient tous les deux un câble parce qu'apparemment, il y avait vraiment un partage des tâches qui était assez clair et ils se levaient l'un à l'autre, mais ils dormaient pas. Alors, on va passer à la phase finale. Sophie, est-ce que tu pourrais donner quelques conseils ? Donc, c'est bien les red flagueuses, c'est les red flags. Donc, quand quelqu'un vient vous critiquer sur votre choix de parentalité ou pas, c'est un red flag. Parce que, non, on a fait ça. Mais si ça arrive, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux personnes qui voudraient pouvoir vivre leur non-parentalité en toute joyeuseté ? Donc, ne pas faire comme moi j'ai fait au début, se laisser impressionner et se remettre en question, mais renvoyer la balle. Donc quand on dit est-ce que un jour tu ne vas pas regretter de ne pas avoir d'enfant, y aller franco et dire toi tu vas pas regretter un jour d'en avoir fait. Et puis si on est face à quelqu'un de trop insistant, oser dire c'est quelque chose qui me regarde, tu sais pas ce que j'ai vécu ou pas vécu, c'est une question personnelle, j'ai pas à te répondre.
Et quels sont les bénéfices du fait de ne pas avoir d'enfant? Dis-nous-le clairement, il y en a. Oui, donc moi j'ai jamais eu de problème de me lever la nuit. Je n'ai pas eu des angoisses, parce que je crois que c'est ça, par moment d'angoisse vis-à-vis d'enfants qui sont malades. Parce que je pense que ça doit faire partie de ma décision de ne pas en avoir. C'est cette pression permanente qu'on se met et cette angoisse et cette inquiétude permanente. Alors je pense qu'il y en a qui malheureusement l'ont pas, hein, mais c'est notre problème. Donc moi je vais prendre le cas de femmes et de parents qui s'occupent de leurs enfants et qui sont présents pour eux. Donc cette angoisse permanente qu'il leur arrive quelque chose. Et on peut pas les mettre dans un bocal en verre Au congélateur. ou au congélateur. Donc voilà, je pense que le jour où tu accouches, et peu importe après quand ils sont adultes, c'est pas qu'un enfant, tu es maman et donc potentiellement il va arriver quelque chose ou pas, hein, mais à tes enfants. Et je crois que voilà, j'ai échappé moi à cette angoisse permanente que moi j'aurais eu. Je me connais, je sais que je l'aurais eu. Et j'ai aussi le bénéfice d'une organisation qui doit être moins serrée. Donc, moi, si je décide de lire plus tard ou d'aller boire un verre et que je soupe à 8h30 ou à 21h, c'est pas grave. Et une dernière question, ça ne t'ennuie pas quand des gens peuvent sous-entendre, et moi j'ai eu tendance à avoir ce jugement de valeur, que ta vie est plus facile que celle d'un parent ou d'une parente? Non. Mais dans le fond, mais ça, ils peuvent pas le savoir, c'est vrai. Parce que j'ai une vie et tout se passe bien. J'ai pas de soucis de santé, j'ai pas de... Enfin, comme tout le monde, hein, on a des hauts et des bas. Mais ma vie, de manière générale, est un peu un long fleuve tranquille, quasiment. Et donc, en l'occurrence, c'est vrai. Donc, tant mieux. Mais c'est vrai qu'encore une fois, là, ils peuvent pas savoir, quoi, que ma vie dans un long fleuve tranquille, et je pourrais effectivement ne pas avoir des problèmes de nuit courte ou d'organisation liés à des horaires d'enfants, mais avoir un tas d'autres problèmes sur le côté, quoi. Ouais. C'est ça. Et puis tu restes solidaire de ta famille et de ton entourage, donc c'est ça Oui. aussi. Hein, Oui, je m'inquiète quand Voilà. les enfants à gauche, à droite sont malades, je demande comment ils vont, quelques rares fois une hospitalisation, rien de grave, mais hospitalisation quand même. Oui, j'en dormais pas, donc c'est ça aussi, je vois l'ampleur que ça peut prendre quand c'est même pas les miens. Donc oui, non. Mhm. Ça n'empêche pas l'empathie, n'est-ce pas? Non, oui. Merci Sophie. Merci aussi. Patricia, qu'est-ce que tu pourrais donner comme petits tips comme ça pour quelqu'un qui se retrouve à son corps défendant dans l'aventure toute seule ou qui le choisit? Est-ce que tu as 2-3 choses maintenant tu te dis ça c'est quand même important? Je crois qu'il faut se faire confiance et ne pas trop écouter justement tout ce qui va se passer autour, tout ce bruit souvent inutile. Je crois que si on se fait confiance, on avance et on est capable de tellement de choses. C'est plus tard, c'est aujourd'hui, moi, quand je regarde dans le rétroviseur, c'est là où je me fais peur en me disant, mais ah ouais, j'ai quand même fait tout ça sans m'en rendre compte, peut-être. Une fois que c'est clair dans sa tête, se dire que bien sûr qu'on a le droit, bien sûr qu'on est légitime, puisque c'est là-dessus, moi, que la question se posait. Mon âge était un problème aussi, mais finalement, j'ai lu et j'ai vu qu'on accouchait souvent au même âge que sa propre mère. Et dans mon cas, à 2 ans près, c'est exactement ça. Maintenant, voilà, je ne suis toujours pas sûre aujourd'hui d'être une bonne mère, parce que quand on est enceinte ou quand on idéalise la maternité comme je l'avais fait apparemment, on se dit on va faire comme ceci, on va faire comme cela, et puis il y a la réalité. À un moment donné, il faut revoir peut-être l'amplitude de ses désirs, mais se faire confiance. Alors Alice, si tu devais donner des tips par rapport au fait de faire un enfant avec quelqu'un avec qui on est en couple et avec qui on est toujours en couple. Allez-y. C'est formidable. Non, oui, mais on l'a déjà évoqué, mais ne vous séparez jamais avant d'avoir dormi.
Ni en fin de plaquette. Mais ça, c'est avec ou sans enfant. Ça, c'est le bon tips de ma maman. Ne quitte jamais ton compagnon quand elle fait une plaquette. Ok, ça marche. Dialoguer. Bah bon, après, c'est très cliché. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Après, c'est vrai que j'ai un couple qui est très fort basé sur le dialogue, vu qu'avant, on parlait, vu qu'on était amis. Et donc, on a vraiment transformé l'essai, c'est ça on pourrait dire ça, où vraiment, on a réussi à garder tous ces échanges, ces dialogues, etc. Voilà, arriver à dire, et encore, ce couple n'est pas parfait évidemment, il y a quand même des sujets, bon ça c'est d'autres sujets, mais sur lesquels c'est pas si évident de parler, tout ce qui est argent, tout ce qui est une certaine organisation, charge mentale complète pour moi, voilà, mais petit pas par petit pas aussi, et faire confiance en son enfant. Parce qu'en fait, lui, il est quand même hyper confrontant et plein de bons conseils, du coup. Parce que, voilà. Ouais, ça nous renvoie à un miroir de nous-mêmes. Ah ouais. Les enfants, en général, qu'on soit parents ou pas biologiques, nous renvoient à une image de la façon dont on fonctionne qui est hyper intéressante. Et les enfants ont des choses à dire, même s'ils n'ont pas les mêmes connaissances que nous. Justement, la fraîcheur et le fait qu'il n'ait pas toute une série de barrières fait qu'ils ont des enseignements à nous apporter. Alors, c'est pas pour ça qu'ils doivent prendre les commandes d'un avion ou décider de ce qu'on bouffe tous les jours à la maison, parce qu'il ne faudrait pas confondre non plus. Mais moi, en tout cas, ça m'aide à souvent prendre du recul par rapport à certaines questions. Alors moi, en tant que maman élevant un enfant une semaine sur 2, faites attention au fait que la charge mentale explose quand on est séparé aussi, parce que souvent les femmes prennent en charge quand même tout le dossier médical, l'hygiène, les questions d'études, beaucoup de pensions alimentaires ne sont pas payées, donc il y a une charge financière qui est énorme. Il y a des services pour vous aider par rapport à ça, il y a des droits que vous pouvez réclamer. Je mettrai toute une série de listes en barre d'infos. Si vous vous sentez isolé, essayez de trouver des groupes de parole, nous notamment dans notre boulot, que ce soit dans les syndicats, mais aussi dans les associations de quartier. Il y a des gens qui pourront vous aider, discuter avec vous. Le collectif, c'est vraiment le médicament, a énormément de difficultés. Et n'hésitez pas à dire aussi votre mal-être aux gens de confiance, en discuter. Merci les filles. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire, un mot de la fin ? Non, apéro, parce que aujourd'hui c'était ça l'objectif, c'est un podcast apéro. Donc qu'est-ce que j'ai dit, un podcast apéro, donc qu'est-ce que j'ai dit ? Un apérocast. Un apérocast, voilà. Mais ça, bon, on met l'apéro en premier, soit le podcast. Voilà, c'est ça. Alors on n'a pas mangé nos chips parce qu'on n'a pas voulu faire de bruit, respect mais là pour maintenant les on va les dévorer. Merci les filles en tout cas pour vos témoignages, votre éclairage aussi, c'était super intéressant. Et peut-être qu'un jour on se retrouvera sur une autre thématique. Merci à toi. Merci.